Soyez les bienvenus dans Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, l'Europe respire. Pas encore d'accord signé entre la Grèce et ses créanciers, mais le sommet extraordinaire hier de la zone euro a permis d'avancer vers une tendance nouvelle, celle de l'espoir et d'une issue dans la crise de la dette. Athènes et Bruxelles se sont donné encore 48 heures. On fait le point sur les derniers développements dans un instant. Et puis au Nigeria, jusqu'à quand le paradoxe pourra-t-il durer? Première puissance économique africaine, premier producteur d'or noir du continent. Et pourtant, l'électricité, vous le verrez, reste un luxe, y compris dans la capitale économique Lagos. On se penchera tout à l'heure sur l'un des plus gros défis du nouveau président Buhari. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Et avant cela, quelques brèves en images de l'actu éco-international. Des statistiques tout d'abord qui nous viennent d'Asie. Nouvelle contraction de l'activité manufacturière en Chine pour le mois de juin. C'est le 4e mois consécutif avec un indice PMI HSBC Market à 49,6 contre certes 49,2 en mai. On reste sous la barre des 50 qui sépare progression et diminution. Alors les licenciements s'accélèrent, le signe que les entreprises anticipent une diminution du rythme de croissance de l'économie chinoise. Même tendance d'ailleurs au Japon, la production manufacturière repasse ce mois-ci sous la barre des 50 en raison notamment de la baisse des nouvelles commandes. Et à l'inverse, des bonnes nouvelles en zone euro. Le secteur privé a connu ce mois-ci sa croissance la plus marquée depuis 2011, d'après l'estimation flash de l'indice composite PMI Market. Indice qui s'affiche à 54,1 contre 53,6 le mois dernier. Et ce sont les services qui enregistrent leur meilleure performance en 4 ans. La production manufacturière est elle aussi clairement dans le vert. La preuve que la croissance est de retour dans la zone. 0,4% attendu au deuxième trimestre. Une reprise solide dont profite aussi la France, avec là aussi un plus haut en 4 ans pour l'activité privée. En bref, au sud de l'Asie, des images du 7e sommet Cambodge, Laos, Birmanie et Vietnam. Il avait lieu, vous le voyez, hier à Naypyidaw, la capitale birmane. Des pays voisins qui, malgré leur forte croissance ces dernières années, restent pauvres. Ils entendent optimiser leur coopération économique via une stratégie globale, investissement, commerce, infrastructure ou encore agriculture, énergie et tourisme. Et puis un mot du Soudan du Sud, où des centaines de milliers de personnes risquent la famine. Les combats incessants, 18 mois de guerre civile, les pénuries alimentaires mettent en danger le plus jeune pays du monde. Et c'est le programme alimentaire mondial qui est entré en action en larguant, vous le voyez ces derniers jours, depuis les airs, des denrées alimentaires de base. 250 000 enfants risqueraient, ni plus ni moins, de mourir de faim. Nous avons reçu des largages de céréales et de légumineuses. Nous recevons également de l'huile et des suppléments nutritionnels par hélicoptère. Notre intention est de commencer la distribution des produits de demain au profit d'environ 6300 personnes. Allez, le dossier de la Grèce et de sa dette. Alors du nouveau, il y en a depuis hier, pas encore d'accord, mais au moins le retour de l'espoir quant à un compromis cette semaine entre Athènes et ses créanciers. À l'issue d'un sommet extraordinaire hier soir de la zone euro à Bruxelles, les parties en présence ont chacune souligné l'avancée des discussions. Les nouvelles propositions de réforme du gouvernement grec semblent convaincantes. On écoute d'abord la réaction d'Alexis Tsipras et de Christine Lagarde, la patronne du FMI, à l'issue des entretiens hier. Nous devons poursuivre les négociations ces 2 prochains jours encore. Et c'est précisément parce que nous ne voulons pas d'un accord partiel et à court terme. Nous recherchons une solution globale et viable. Maintenant, j'ai le sentiment, pour employer une expression généralement utilisée par les fonctionnaires de l'UE, que la balle est dans le camp des dirigeants européens. Énormément de travail à faire. On travaille sur la base d'un texte qui comporte un certain nombre d'avancées de la part des autorités grecques, qui est nettement plus vaste et plus détaillé que tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Mais il y a beaucoup de travail et on n'est certainement pas au bout du chemin à effectuer dans les 48 heures qui viennent. Voilà. Voilà, en tout cas, une issue semble davantage probable aujourd'hui qu'un échec, comme on craignait depuis jeudi soir et la réunion de l'Eurogroupe. Johanna Sittruck revient d'ailleurs sur les enjeux des pourparlers. On regarde. Après des mois d'incertitude, enfin une lueur d'espoir. À la suite d'un sommet extraordinaire lundi soir, les dirigeants de la zone euro se sont montrés optimistes. Grâce à ces nouvelles propositions économiques, la Grèce a de grandes chances de sceller un accord avec ses créanciers d'ici la fin de la semaine.
Ce que la Grèce a rendu aujourd'hui représente un certain progrès, mais il y a toujours beaucoup à faire et le temps qu'il nous reste est très court. Donc nous avons vraiment besoin de nous concentrer sur notre travail. Nous avançons vers un accord. Il reste du travail entre les institutions et le gouvernement grec et tout doit être fait pour que, à la réunion de l'Eurogroupe, c'est-à-dire des ministres des Finances des pays de la zone euro, il puisse y avoir une conclusion. Une conclusion qui permettra à Athènes de recevoir la dernière tranche d'aide de son plan de sauvetage, 7,2 milliards d'euros. De quoi honorer sa dette au FMI avant la date butoir, le 30 juin, et ainsi éviter le défaut de paiement. Mais le temps presse, la prochaine réunion de l'Eurogroupe est prévue mercredi. Je suis confiant quant au fait que l'Eurogroupe va produire mercredi des résultats à soumettre au Conseil européen jeudi. Je suis convaincu que ce n'est pas seulement notre intention de finaliser le processus de décision cette semaine. Nous allons vraiment finaliser le processus cette semaine. En attendant, Athènes doit faire face au manque de liquidités. Les Grecs, inquiets, se ruent sur les distributeurs. Selon les derniers chiffres officiels, les retraits ont atteint une trentaine de milliards d'euros depuis octobre. Ce mardi, la BCE a dû relever le plafond du financement d'urgence aux banques grecques. C'est la 4e fois en une semaine. Voilà, 30 milliards d'euros retirés, soit 20% tout de même de l'épargne de départ. En tout cas, la prochaine réunion des ministres des Finances de la zone euro est fixée à mercredi soir. Alors qu'en pensent les marchés financiers? Réaction positive évidemment à l'idée d'un accord, et notamment pour les actions et les obligations. Bonjour Eric Lewin, l'avenir financier d'Athènes se joue, on le sait, se joue bien ces jours-ci, mais les bourses ont l'air rassurées. Oui David, ce qu'on peut dire c'est que la réunion de lundi a été assez concluante, on se dirige vers un accord, alors il y aura une réunion mercredi des ministres des Finances, puis jeudi il y aura un sommet européen avec sans doute un accord à la clé. Alors il est difficile d'avoir tous les termes de l'accord, mais ce qu'on sait c'est que la Grèce pourrait accepter un excédent budgétaire primaire de 1%. Et il pourrait y avoir également une augmentation de la TVA sur tout ce qui est hôtel, restaurant, c'est-à-dire qu'on frapperait finalement le tourisme, c'est-à-dire les touristes étrangers, et non pas la population grecque, avec une augmentation de la TVA. Les marchés poussent donc un ouf de soulagement, ils ont fortement progressé, ils pourraient continuer à bien se tenir, mais c'est surtout sur les taux périphériques que cela va mieux, avec une nette détente des taux espagnols, des taux italiens. Bref, on pousse un ouf de soulagement, mais attention, il faut vraiment signer un accord, et là, on n'a plus que quelques jours parce qu'il y a des remboursements d'ici la fin du mois de juin. La pression demeure. Merci Eric. Je me tourne à présent vers Ben Amoyal. Bonjour. Gérant de portefeuille chez Premia Capital. Alors on vous a souvent entendu, Ben, votre optimisme tient toujours la route. La plupart des protagonistes du drame grec sont d'accord pour dire qu'un compromis est en vue maintenant. Exact. C'est ce que je vous disais un petit peu depuis le début. Donc il n'y a aucun intérêt pour la partie grecque ou pour la partie européenne qu'il y ait un défaut de la Grèce et une sortie de ce pays de la zone euro, parce que ça engendrerait trop de problèmes. Donc effectivement, toutes les parties semblent se trouver un accord pour entériner, si vous voulez, des solutions pour un avenir pérenne. Après, évidemment, c'est ce que je vous disais aussi, c'est-à-dire qu'on a joué un petit peu sur le drame, la tragédie, et à la fin, un Deus ex machina, et on trouve une solution comme par hasard. Ouais. Votre avis, Ben, aussi, est-ce qu'on est d'accord pour dire que toutes les parties ont un intérêt, vous le disiez un petit peu, à boucler un accord rapidement, et non pas seulement Athènes, comme le prétendent en tout cas les Européens, les créanciers? Ah bah oui, effectivement, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, si vous voulez, le fait, si demain la Grèce, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est vrai que je reviens à chaque fois et je me répète. Si demain la Grèce sort de la zone euro, c'est la porte ouverte au Portugal, peut-être à l'Italie, à l'Allemagne, à tous les pays périphériques, ce qu'on appelle les pays périphériques. Et ça, l'Europe n'en veut pas. Donc, plutôt que de se dire, écoute, on va se prendre un risque à faire sortir la Grèce et derrière avoir un problème qui pourrait survenir dans 1 an ou 2 ans ou même 6 mois après avec le Portugal ou l'Espagne, ça l'Europe n'en veut pas du tout. Ouais, un risque de contagion, vous pensez, donc pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est du sérieux?
Si demain, là maintenant ça semble moins le cas, mais si demain la Grèce sort de la zone euro, il y aurait un risque de contagion parce que tous les pays vont commencer à se dire et pourquoi pas moi. Et est-ce qu'au final, Alexis Tsipras, donc le Premier ministre grec, et son gouvernement vont devoir décevoir finalement leur électorat pour éviter le défaut de paiement? Est-ce qu'au final, c'est la crédibilité de ce gouvernement, voire sa stabilité, qui sortira nettement diminuée de ces 5 mois de bras de fer maintenant? Non, je pense pas du tout, parce que ce qu'il faut regarder, c'est le jeu et la lutte qui a été menée par Yanis Varoufakis et Alexis Tsipras. En fait, si vous voulez, le peuple grec est derrière eux. Alors, ce qu'ils vont montrer, ce que le peuple grec va retenir, c'est qu'ils ont essayé de se battre, ils ont été jusqu'au bout, ils ont essayé d'avancer, et ils ont obtenu quand même des concessions. Donc, effectivement, sortir la Grèce de la zone euro, c'était pas crédible dès le début. Mais au moins, ils sont allés en avant, ils n'ont pas plié les chines. J'entends souvent dire les gens, oui, mais la Grèce a mis un genou à terre. Je suis pas d'accord sur le fait que la Grèce ait mis un genou à terre. Je suis d'accord sur le fait qu'ils ont été au bout des négociations. Et là, on est en face d'un mur et tout le monde va commencer à trouver un accord et on va avancer comme ça et c'est bien. Ouais, en tout cas, début de crise au sein du parti Syriza. En 2 mots, Ben, est-ce que vous pensez que ce probable accord et l'aide qui sera versée, ce sera finalement suffisant, solide pour remettre le pays sur les rails, la Grèce sur les rails et éviter une rechute dans quelques mois? Ce qui est évident, c'est que dans l'immédiat, donc dans les 6 prochains mois, la prochaine année, ça va aider, évidemment. Après, il va falloir que les réformes se mettent en place. Si les réformes sont effectivement mises en place, il y aura de l'aide qui pourra continuer à être apportée et tout ira bien. Maintenant, il faut jouer le jeu. Si demain, tout ce qu'on a dit et les réformes qu'on veut mettre en place ne sont pas mises en place, effectivement, il y aura un souci et il faudra recapitaliser et retourner et mettre la main au portefeuille. Merci Ben Hamoyan pour ces explications. Merci. Un mois bientôt que Muhammadu Buhari a prêté serment comme président du Nigeria et parmi ses priorités absolues, outre le combat contre Boko Haram, l'urgente réforme du secteur pétrolier. Un défi immédiat. Premier producteur d'or noir du continent, Abuja n'en fait pas profiter sa population. La faute notamment au manque de raffineries. Le pays ne produit qu'1,5% de l'électricité dont aurait besoin sa population. Et pourtant, son avenir économique et sécuritaire en dépend. Reportage sur place. Dans quelques instants, au Shodi, ce quartier populaire de Lagos y verra un peu plus clair. L'éclairage public est quasi inexistant dans les rues de la capitale économique du Nigeria. Alors Bode Edun, un jeune banquier, a pris l'initiative de financer lui-même ces lumières. Si nous avons de la lumière la nuit, comme partout dans le monde, nous aurons des marchés de nuit. Ça améliorera l'aspect économique. Pour l'aspect social, si on a de la lumière la nuit, les gens pourront se promener librement dans le quartier. Améliorer l'accès au réseau électrique est l'une des promesses de campagne du nouveau président Muhammadu Buhari. Avec ses centrales thermiques à gaz, le Nigeria produit seulement 1,5% de l'électricité nécessaire pour ses 173 millions d'habitants. Pourtant, le pays est le premier producteur de pétrole d'Afrique. Une inefficacité liée à la corruption et au conflit d'intérêts. Si nous poursuivons avec des centrales à gaz, nous pourrions continuer à avoir des blocages du pays de temps à autre. Donc avec l'énergie renouvelable, je pense que ça nous offrira plus d'opportunités pour vraiment essayer quelque chose de nouveau. Des projets éoliens et solaires commencent à voir le jour mais restent marginaux. Les habitants de ce quartier comptent avant tout sur leurs générateurs pour avoir de l'électricité mais voient d'un bon œil la venue de l'éclairage public. On peut se déplacer librement la nuit et travailler plus facilement. On y voit clair et on voit les gens arriver de loin. À la nuit tombée, sur le marché d'Oshodi, les lampadaires permettent aux commerçants d'ouvrir plus tard et de mieux compter les billets. On sait qu'on fait beaucoup d'erreurs, donc on regarde et on prend l'argent sans voler. Et rien de mal ne devrait arriver, je pense. La pénurie d'électricité est un véritable frein aux ambitions de la première économie d'Afrique. Le défi de taille pour le nouveau président. Au Nigeria, plus de la moitié de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Un impératif stratégique. Allez, le Media Watch tout de suite.
Et une revue de presse consacrée à la France. La lutte contre la fraude fiscale a rapporté à l'État l'an dernier pas loin de 20 milliards d'euros. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Et c'est plus qu'en 2013. Oui, d'après les chiffres publiés par le Comité national de lutte contre la fraude, en 2014, l'administration française a procédé à des redressements pour fraude fiscale de 15,3 milliards d'euros, avec en plus près de 4 milliards de pénalités. Au total, on atteint quasiment 19,3 milliards d'euros contre 18 milliards en 2013, une somme qui est donc sans grande surprise en hausse, étant donné que les moyens pour lutter contre ce phénomène ont été renforcés. Et là où l'État a récolté le plus d'argent, eh bien sans grand étonnement non plus, c'est sur l'évasion fiscale à l'étranger, près de 2 milliards d'euros. Quant à la fraude sociale, donc celle qui vise les prestations de la Sécu ou de Pôle emploi, les redressements ont permis de récupérer plus de 850 millions d'euros. Et voilà un nouveau relais de recettes pour Bercy. Toujours Joanne à propos de la France, c'est le bac et l'épreuve d'économie, c'était hier. Oui, je vous parlais hier du livre de Thomas Piketty sur les inégalités, le capital au XXIe siècle. Eh bien, j'espère que les candidats au bac l'ont lu, car le sujet de l'épreuve d'économie, c'était dans quelle mesure l'action des pouvoirs publics est-elle efficace pour lutter contre les inégalités. Et à cette occasion, le site du Point s'est amusé à compiler les perles des correcteurs lors des années précédentes. En voici quelques-unes. La dette publique des États n'est pas si importante. En France, nous avons 18 000 euros de dette. Je vous rappelle que la dette publique française, elle dépasse les 2 000 milliards d'euros. La solidarité sociale a poussé l'État français à construire des H&M. Il s'agit de HLM et non pas H&M. H&M, c'est une entreprise de prêt-à-porter suédoise que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Très rassurant. Merci beaucoup Johanna et à demain. À demain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment un dossier sur l'Égypte. Restez avec nous, l'information continue.